Alors, de manière très humble, hein, ça va être un exemple, hein, qu'on a vécu et qui nous semblait intéressant à partager avec vous en ce début d'année, au début de février de la présente année, sur un travail qu'on a fait sur les financements publics et privés liés à l'utilisation de pesticides en France. Alors, du coup, pour vous dire un petit mot rapide, alors je vous rassure, j'ai quelques diapos assez simples. D'abord, pour vous situer d'où je parle, donc ce qui est le basique. Donc, c'était cité tout à l'heure, Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne. On est une jeune structure créée en 2013, une société coopérative d'intérêt collectif. Nous sommes 8 salariés et une trentaine de sociétaires en 3 collèges, donc notamment les salariés, mais aussi des contributeurs, des acteurs, alors, des personnes qui viennent du monde académique, des acteurs de la société civile, dont Sciences citoyennes d'ailleurs, ou l'Institut Veblen par exemple, quelques journalistes indépendants et puis des soutiens individuels. On est un peu une interface entre le monde de la société civile, voire les pouvoirs publics et la recherche. J'aurais même peut-être dû le présenter dans l'autre sens. On n'est pas des chercheurs en tant que tels, mais on essaye de brancher notre travail à l'interface. Le cœur de notre activité, c'est décrypter comment fonctionne le monde économique, comment il se construit des matières premières jusqu'au consommateur final. Ces questions de modèles économiques, de subventions, de comment se joue la rentabilité, quel rôle de la puissance publique et des politiques publiques de la régulation là-dedans, et puis quelles sont les conséquences sociales, environnementales, sanitaires qui sont liées à ces mêmes secteurs d'activité économique, et puis ça peut être à l'échelle d'une filière, de quelques entreprises, d'un territoire. 80% de ce qu'on fait, c'est sur l'agriculture. On travaille aussi un peu sur le textile, minier, quelques autres secteurs. Et comme je le disais un tout petit peu entre les lignes, en fait, nous on réalise en fait des travaux d'analyse qui s'appuient sur la recherche académique, qui complètent en termes à la fois de travail quantitatif, données, mais aussi qualitatif et entretien. Et on le fait pour qui? On le fait pour le compte en tant que donneur d'ordre. Alors historiquement, depuis le démarrage du basique pour les ONG, c'était l'idée d'avoir une plateforme mutualisée, d'où la structure en société coopérative, une plateforme mutualisée d'expertise à destination de la société civile, mais aussi des pouvoirs publics. Donc, on travaille aussi bien, il y a quelques exemples en dessous, à des échelles comme pour la Commission européenne sur des grandes filières internationales comme le cacao ou la banane, à des échelles beaucoup plus petites comme des parcs naturels régionaux ou des collectivités locales en France. Et puis, on fait des travaux d'analyse et on met à disposition des outils aussi à disposition des acteurs de terrain, comme c'est le cas de Parcelles sur la question agricole. Ça, c'est pour vous dire un peu d'où on est. Et donc, dans ce champ-là, là, on focalise vraiment sur la question agricole en France. Et donc, on a fait un travail pour la Fondation Nicolas Hulot qu'on a démarré, on a présenté en février de cette année, mais on l'a démarré un an et demi avant. Ce travail a donné lieu à 2 rapports. C'est important pour décrypter ce qui va suivre en termes de controverses, parce que c'était des choses qu'on avait travaillées avec la Fondation. On a le rapport de la Fondation, qui est à gauche, comme vous le voyez, qui est badgé Fondation Nicolas Hulot, et qui s'appuie sur notre rapport de recherche à nous, qui est à droite, qui ont 2 éclairages différents. À gauche, on est bien face à un rapport de plaidoyer, c'est-à-dire qui s'appuie sur les conclusions d'une autre, mais qui tire après le fil de quelles conclusions pour les politiques publiques et quelles recommandations qui vont potentiellement plus loin que nous, notre cœur d'analyse. Et après, il y a notre rapport à nous qui a une vocation de jouer la transparence sur l'ensemble des éléments factuels qui nous permettent de tirer des conclusions et les sources sur lesquelles on s'appuie, que ce soit bibliographique. Là, en l'occurrence, c'est un travail qui est à la fois bibliographique, spécifique en termes de données ou de data, comme on dit ces jours-ci, et puis d'entretien qu'on a mené dans les différentes filières. Donc, on a 2 objets. Et je trouvais intéressant, pour que vous compreniez la controverse, que je vous mette très rapidement, je vous brosse 4 résultats clés qui sont ressortis, parce que vous allez voir que c'est important pour, je pense, en tout cas, pour éclairer la suite et qu'on en discute. On avait d'abord quelque chose qui n'est pas une conclusion du rapport, mais un point de départ, qui était les statistiques officielles sur l'évolution des volumes de vente de pesticides. On pourra revenir dessus justement dans le cadre de la controverse, où c'était juste un point de départ de rappeler qu'on avait un plan qui se nomme Ecophyto, porté par le gouvernement français depuis plus de 10 ans, qui s'était fixé des ambitions de diminution par 2 des pesticides en France, et qu'il est un échec, puisqu'on est plutôt face à une augmentation quand on regarde une tendance de long terme, justement, sur les 10 ans d'échec. Ça n'était qu'un point de départ, une entrée en matière, puisque pour nous, c'était la justification de se dire que s'est-il passé? Comment peut-on expliquer cet échec? Et notamment, notre clé d'entrée était la suivante, c'est de dire, et si la question économique était une question importante, et notamment celle des financements,
alors que jusqu'à présent étaient surtout éclairées les questions techniques, de verrouillage socioculturel, enfin beaucoup de choses qui sont très traitées par, et qu'on rappelle dans notre étude, mais qui sont traitées par beaucoup d'autres gens que nous et plus sachants. Donc nous, on s'est focalisé sur l'économique. Et on a quatre résultats. Le premier, quand on regarde, on a fait un travail spécifique sur les dépenses de pesticides, qui sont un indicateur indirect de l'utilisation des pesticides, mais assez probant, on pourra en reparler, même s'il a des limites. Il nous dit quelque chose, cet indicateur d'intéressant, c'est que la quasi-totalité de l'augmentation, la fameuse augmentation qu'on voit depuis 10 ans, elle est liée à une toute petite partie des exploitations, de l'ordre de moins de 10% des exploitations françaises, et que ces exploitations, comme par hasard, elles sont en croissance, en nombre, en surface, en consommation de pesticides, et que ce sont plutôt des un peu plus grandes exploitations, mais surtout ces exploitations très mécanisées, très utilisatrices d'un travail salarié. En fait, c'est une agriculture qui s'apparente dans des travaux de recherche comme ceux de François Purseigle à de l'agriculture de firme, qui est en plein développement aujourd'hui en France. Donc, c'était une découverte de l'étude à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que c'est une petite minorité, toutes filières confondues, mais très précisément en plus sur tout ce qui est céréales, oléagineux, protéagineux, qui est le cœur du problème, entre autres, des pesticides en France. Et du coup, on a plutôt un ventre mou qui aujourd'hui est en perte de vitesse, mais qui maintient à peu près son usage de pesticides. Et au contraire, on a à l'autre bout du spectre des exploitations en bio ou en agroécologie, en tout cas dans beaucoup de pratiques différentes, et qui, elles, sont non seulement plus vertueuses, mais sur une dynamique de baisse de leurs dépenses de pesticides. C'était un premier résultat intéressant, important. Deuxième, on a fait un travail exhaustif qui n'avait pas été fait à notre connaissance jusqu'à présent, de répertorier tous les financements publics qui vont à l'agriculture et à l'alimentation, pas seulement des subventions, mais aussi des allègements fiscaux, on va revenir dessus après, qui permettent de voir un peu un panorama plus complet que ce qu'on connaissait et qui nous fait nous rendre compte qu'on est à 23 milliards d'euros d'argent public par an qui sont engagés. Encore une fois, les allègements fiscaux, c'est plutôt des rentrées qui n'ont pas lieu, mais ça reste un dégagement de la puissance publique en termes financiers. Et puis, encore une fois, ça ne touche pas seulement les agriculteurs. Vous voyez, à droite de mon schéma, à gauche, c'est d'où viennent, enfin, quelles sont les typologies de financement, et à droite, c'est qui sont les bénéficiaires. Donc, on a souvent le prisme de regarder les agriculteurs, mais il y a tout le reste de la chaîne, voire aussi la recherche, et la recherche publique notamment, qui touche une partie de ces subventions. Troisième résultat important, ces subventions et allègements fiscaux, enfin l'ensemble, tous ces financements publics, quand on les passe au crible, il n'y a que 10% qui ont une intention par rapport à la réduction de pesticides. Les autres sont complètement neutres au sujet, ils n'en disent rien. Et sur ces 11% très exactement qui ont une intention, seul 1%, alors 1% du total, pas 1% des 11%, hein, c'est 1% du total, a véritablement un effet. On était plutôt mieux disant, on a un effet, même s'il est faible, mais en tout cas avéré sur les pesticides. Donc la montagne accouche un peu d'une souris par rapport à l'enjeu de politique publique. 99 euros sur 100 euros, 99 euros ne change rien au sujet, seulement 1%. D'où le fait qu'on peut légitimement questionner la responsabilité de l'État dans ce qui se passe et pas juste de l'agriculture. Et puis le dernier qui était intéressant, c'était qu'on a fait une découverte qu'on ne s'attendait pas à trouver. Les allègements fiscaux sont parmi les principales aides qui bénéficient surtout à ces fameux agriculteurs qui sont en haut, dans mon schéma de tout à l'heure, qui sont dans l'agriculture de firme, qui sont plus mécanisés et qui ont un système qui est en train de se financiariser en termes de modèle économique, avec pléthore de gens qui accompagnent en termes comptables ces exploitations-là pour faire plein d'effets de levier sur des allègements de charges, notamment les allègements de charges sur leurs travailleurs, du CICE, qui touche pas mal de crédit impôt compétitivité emploi, le fameux du précédent gouvernement Hollande, et pas mal d'autres choses de cet ordre-là. Donc on a un vrai sujet sur les allègements, et ces allègements sont d'autant plus importants qu'aujourd'hui, autre chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'est un tiers des soutiens publics. Donc la PAC, dont on entend souvent parler, voire toutes les autres subventions locales, régionales ou de l'État français, ne représentent plus que 2 tiers de l'équation. Donc le tiers qui est l'angle mort, en fait, il est là aujourd'hui, et en plus, clairement, il est contre-productif. Ça, c'est important pour voir le point de départ, qui est que, du coup, on s'y attendait un peu, mais on se posait la question avant la sortie avec la Fondation Nicolas Hulot, sur quel point la controverse est-elle cristallisée, d'où est-elle partie, et par qui a-t-elle été relayée, et comment ça s'est joué. Eh bien, ce qui a été notre découverte, hélas, parce qu'on ne s'y attendait pas complètement, des choses auxquelles on s'attendait, d'autres moins. D'où elle est partie, de qui? On n'a pas été très étonné que c'est parti d'Emmanuel Ducrot, on en rediscutait tout à l'heure de par son positionnement. Par contre, l'angle qu'elle a utilisé d'attaque, celui-là a été quelque chose qu'on a découvert un peu trop tard et qu'on aurait peut-être pu retravailler si on l'avait su. C'est toujours facile de remettre, enfin on peut remettre parfois en bouteille en faisant des si, mais
Elle n'a pas attaqué sur les conclusions de l'étude, elle a attaqué sur le point de départ qui n'était pas un résultat de l'étude, qui était qu'on avait juste dit en contexte, en toile de fond, échec du plan éco-phyto. Eh bien, elle rentre là-dedans, elle dit, c'est faux, c'est complètement faux. Regardez la courbe qui est là, je vous l'ai entourée en rouge. En jaune, on voit une grosse diminution, même s'il y a marqué provisoire, c'est 2019 que vous avez tout à droite du graphique, grosse diminution. Donc, au contraire, on est en train de enfin de commencer à baisser. Donc, cette étude est fallacieuse à dire qu'il y a plus 25%, c'est totalement faux. Et la deuxième couche qui est importante, c'est que le petit diagramme en vert que vous avez, c'est les outils du biocontrôle, c'est-à-dire les équivalents, enfin les pesticides, ou en tout cas les dispositifs phytosanitaires qui sont utilisés en agriculture biologique, entre autres. Et voilà tout le biais. Alors, je dis entre autres parce que tout va être dans cette chose-là. C'est que le vert, elle dit que le petit bâton qui est en bas et qui n'arrête pas d'augmenter, en fait, elle dit c'est uniquement la responsabilité de la bio. Alors que la majorité de ce que vous avez dans le vert, en fait, sont utilisés par des gens conventionnels qui ne sont pas du tout bio. Mais elle va commencer à amener les choses en disant cette étude est fausse à 2 titres. Elle vous dit que ça va mal, c'est faux. Elle dit que le problème, c'est les gens qui font du chimique, c'est faux. C'est la bio qui est responsable aujourd'hui de l'échec du plan éco-phyto. Donc, c'est bien ça de ce dont il s'agit dans la controverse. Et ce qu'on n'avait pas attendu du tout derrière, c'est qui était le premier relais. Julien Normandie, ministre de l'Agriculture, qui est d'abord parti tout en haut, je vous l'ai mis en rouge, en disant que, après, c'est le registre sur lequel il est depuis plus longtemps, hein, qu'il ne faut pas tirer à vue, il ne faut pas commencer à dire qu'on ne gagnera pas la bataille, c'est faux. Il y a des efforts, ils commencent à porter leurs fruits. Et puis, le plus intéressant, c'est le deuxième tweet qu'il a envoyé dans la foulée. Julien Normandie, ce que j'ai entouré, là, les moins 36% de vente de produits phytosanitaires, c'est le graphique que vous avez à gauche. Le biocontrôle x2, justement, c'est le vert que vous voyez qui a augmenté. Donc, en fait, il reprend exactement, alors, ce n'est pas tout à fait le même indicateur, on peut rentrer dans le détail, mais il reprend exactement les mêmes arguments qu'Emmanuel Ducrot. Mais forcément, quand c'est le ministre de l'Agriculture qui les déploie, en fait, ça donne un effet de résonance déjà politique, mais assez différent. Donc, et puis, il y a toute une couche de légitimité qui est d'autant plus que nous, on n'avait pas vu venir. Donc ça, on a pêché, je pense, enfin, on ne l'a pas rebouclé encore avec la Fondation Nicolas Hulot, donc je parle à titre personnel, là, pour le coup. On a peut-être pêché par naïveté là-dessus, parce qu'on s'est dit, en fait, au début, que notre toile de fond n'étant qu'une toile de fond, et nous, les 25% dont on parlait de hausse, c'était les propres statistiques du ministère. Donc, on ne s'attendait pas à ce que le ministère, en tant qu'autorité, vienne se contredire elle-même, sachant que l'indicateur qu'ils ont utilisé depuis le début du plan éco-phyto, c'est eux-mêmes qui l'ont établi en concertation avec les parties prenantes. Donc, on ne s'attendait pas à un ministre qui jette tout à la poubelle d'un coup, qui dit cet indicateur, c'est de la merde, pardon, excusez-moi, que c'est nul et non avenu, ce n'est pas la bonne façon de prendre les choses. J'en prends un autre indicateur en cours de chemin pour montrer que justement tout va bien et qui, comme par hasard, le même que le compte que vous voyez de départ. Ce n'est pas pour dire que tout part d'Emmanuel Ducrot, mais ça a été forcément le début de la caisse de résonance. Et puis, dernier élément qui est quand même intéressant, c'est qu'on retrouve notre amie Géraldine Vosner, qui re-rentre, elle a plutôt été dans un deuxième rideau, parce qu'on a commencé à avoir des articles qui ont d'abord parlé de l'étude, puis des articles qui ont parlé de la controverse sur l'étude, puis des articles qui sont montés au créneau pour défendre l'étude, notamment de reporters de 20 minutes, donc pas que de médias qui sont catalogués plutôt sur de la presse au côté agroécologie et environnementale, mais même 20 minutes ou des supports comme ça. Et Géraldine Vosner a réagi sur ces articles de décryptage pour dire non, ils ont tort, etc. Alors là, je ne rentre pas dans le détail, elle a isolé en fait des cas pour montrer son point, mais sans rentrer dans le détail. Le nodu que vous voyez, en fait, ce mot barbare, en fait, nombre de 2 unités, on peut en reparler, Marion connaît beaucoup mieux que moi qui va intervenir après. Je ne rentre pas trop dans ce détail-là. On peut rentrer dedans après, hein, si vous voulez, hein, mais c'est un indicateur qui forcément a des limites, mais il y a un gros débat là-dessus. Et c'est le fameux indicateur du ministère. Un dernier qui est important, qui me permet de dire une chose, c'est que toute la controverse est partie du point de départ, et ce point de départ, il tient plutôt au rapport de plaidoyer qu'au nôtre. Parce que, et c'est là qu'on a pêché peut-être par naïveté, c'est qu'on avait fait gaffe, nous, dans le rapport de recherche, de bien poser en fait la toile de fond et de dire qu'il y avait un débat sur les indicateurs suivant lequel on prenait. On avait bien mis en toutes lettres qu'on n'avait pas encore les dernières statistiques de 2019. Le rapport de plaidoyer a été un peu plus court là-dessus, puisque c'était aussi la construction et l'objectif, mais c'est là-dessus qu'elles se sont appuyées, les deux comptes en question, plus le ministre, pour pouvoir démonter toute l'étude, en fait. Par contre, Géraldine Vosner est revenue sur nous en tant que structure, et donc vous voyez là que le rapport est forcément bancal, puisque nous sommes un cabinet qui produit des données pour Oxfam, Biocop, Greenpeace,
vous voyez, dans l'entre-soi des lobbies. Donc, en fait, la délégitimation vient de pour qui on travaille, qui d'ailleurs ne cite pas qu'on travaille pour les autorités publiques à tous les niveaux, premièrement, et deuxièmement, qui certainement ne ferait pas ce procès d'intention à Accenture qui travaille, lui, pour tout autant de gens qui peuvent être discutés par rapport à leur prétendue neutralité, tout autant que la nôtre. Je finis sur une ouverture sans rentrer dans les détails, qui est que il n'y a pas forcément. Alors après, il faudra voir si on ouvre le débat, ce que Marion en pense, parce qu'encore une fois, elle connaît mieux que nous, mais nous, on a l'impression du travail qu'on a fait qu'il n'y a aucune perfection côté scientifique sur un bon indicateur, en fait. Le problème qu'on a sur les pesticides, c'est que parler en volume, ça ne veut rien dire parce que le cuivre, ça pèse très lourd. Les produits récents, ils pèsent rien parce qu'ils sont hyper concentrés, les produits chimiques, les qui sont utilisés. Les fameuses quantités de substances actives, ces diagrammes jaunes et verts que je vous ai montrés avant, il prétend être mieux parce qu'il dit allez, je ne prends pas tout, je prends que la partie active de ce qu'il y a dans le pesticide. Mais sauf qu'il y a des pesticides ultra concentrés et d'autres non. Donc en fait, pareil, si on vend, les produits les plus concentrés sont aussi potentiellement les plus nocifs et pour l'environnement et pour la santé. Or, c'est ceux qui pèsent le moins lourd. Donc en quantité de substances actives, plus on utilise ces produits-là, plus tout va bien. Mais en fait, non, c'est faux, on le sait. On utilise parfois d'autres choses, justement ce fameux NODU ou l'IFT, c'est l'indicateur de traitement, c'est le nombre de fois où on va passer sur les parcelles, mais là pareil, suivant la technologie utilisée des pesticides, d'autres pays européens sont revenus dessus alors qu'ils avaient été assez avant-gardistes en utilisant ces indicateurs-là, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Nous, on a utilisé les indicateurs économiques en euros. Alors, on peut nous rétorquer, oui, mais tout n'est pas au même prix. Alors, à la rigueur, justement, on pourrait dire que plus les substances sont complexes, récentes, modernes et avec beaucoup de doutes parce qu'on n'a pas encore d'études d'impact sur leur nocivité, plus elles sont vendues chères. Donc, à la rigueur, au contraire, nous, on a l'impression qu'on a quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui peut avoir peut-être pas mal de sens. Et puis, il y a des indicateurs plus récents qui ne résolvent pas tout, mais Pesticide Load, qui est utilisé notamment en Suède et en Danemark, qui essaie d'intégrer la nocivité, le risque et le danger des substances, mais pareil, qui est loin d'être parfait. Voilà. Donc ça, c'est une ouverture sur le fait que ce n'est pas forcément la science qui va répondre à tout dans nos questionnements et que de toute façon, ce sont des débats profondément politiques auxquels on est confronté. Merci beaucoup à tous et à toutes.